Le Sahel vient de basculer et le Burkina Faso passe au centre des regards. Pendant que le lithium de Buguni attire les grandes puissances, une rupture institutionnelle jugée technique reconfigure les alliances, durcit les récits médiatiques et déclenche une bataille d'influence aux effets immédiats. Qu'est-ce que cela change concrètement pour celles et ceux qui observent quand Ibrahim Traoré rompt avec l'ordre établi, réduit les médiations extérieures et accepte le coût politique, économique et narratif de cette autonomie revendiquée? Une région se redessine à grande vitesse et l'Afrique est posée comme point de décision. Ce récit s'engage à expliquer pourquoi une décision institutionnelle, en apparence limitée, a suffi à déplacer des équilibres régionaux et à replacer le Burkina Faso au cœur d'une rivalité mondiale. Il s'agit d'identifier ce qui est réellement en jeu: le contrôle de la valeur des ressources, la capacité d'un État à décider pour lui-même et la manière dont ces choix se traduisent rapidement dans la vie politique et économique. L'intérêt pour le spectateur est clair: comprendre comment des décisions prises loin des grandes capitales influencent désormais les chaînes d'approvisionnement, les récits médiatiques et les alliances diplomatiques. L'enjeu dépasse un pays. Il interroge la possibilité pour des États longtemps dépendants de reprendre la main sans s'isoler et de transformer une ressource stratégique en levier plutôt qu'en vulnérabilité. Cette analyse promet des éléments vérifiables, des comparaisons avant-après et une lecture structurée des effets afin d'éclairer ce moment charnière sans simplification. En moins d'un an, plus d'une dizaine de ruptures diplomatiques ont touché directement le Burkina Faso, signalant une inversion rapide des alliances régionales. Cette bascule, rarement observée à ce rythme en Afrique de l'Ouest, indique que quelque chose de plus profond qu'une crise ponctuelle est à l'œuvre autour du Sahel. Derrière cette accélération, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de cristallisation. Non parce qu'il agirait seul, mais parce que ses décisions rendent visibles des tensions longtemps latentes entre souveraineté nationale et intérêts extérieurs. Pour comprendre cette dynamique, il faut replacer la séquence dans son contexte élargi. Depuis des décennies, le Sahel est un espace où se superposent insécurité, intervention étrangère et dépendance économique. Les États de la région ont souvent évolué dans des cadres institutionnels façonnés par des partenariats asymétriques où l'accès aux ressources et la définition des priorités politiques échappaient partiellement au contrôle local. Cette configuration a créé une stabilité apparente mais fragile, reposant sur des équilibres externes plutôt que sur des capacités internes consolidées. La situation change lorsque la valeur stratégique de certaines ressources devient centrale à l'échelle mondiale. La confirmation de l'importance du lithium de Buguni agit comme un révélateur. Ce minerai indispensable à la transition énergétique transforme soudain des territoires longtemps marginalisés en zones de convoitise. Les décisions politiques prises à Ouagadougou cessent alors d'être perçues comme locales. Elles entrent immédiatement en résonance avec des intérêts internationaux déjà engagés sur d'autres continents. C'est dans ce contexte que les choix institutionnels récents prennent tout leur sens. Ils ne surgissent pas de manière isolée, mais s'inscrivent dans une tentative de rééquilibrage après des années de dépendance structurelle. La rapidité des réactions extérieures, diplomatiques comme médiatiques, confirme que ces décisions touchent un nerf sensible du système régional. Le mini révélateur est là. Ce n'est pas seulement la politique intérieure du Burkina Faso qui a changé, mais la perception de sa capacité à décider par lui-même et à entraîner d'autres acteurs dans une réflexion similaire. Pour mesurer l'impact réel des recompositions en cours, il faut quitter les déclarations officielles et observer ce qui se passe au niveau du terrain. Dans plusieurs zones administratives du Burkina Faso, des agents locaux décrivent une évolution concrète de leur marge de manœuvre. Des dossiers
qui auparavant dépendaient d'autorisations ou d'arbitrages extérieurs, sont désormais traités directement par les autorités nationales ou régionales. Ce changement, discret mais structurant, modifie la perception du rôle de l'État au quotidien. Un second éclairage provient des unités chargées de sécuriser les axes commerciaux et frontaliers. Avant les ruptures diplomatiques récentes, leur fonctionnement reposait largement sur une coordination automatique avec des forces étrangères. Aujourd'hui, les priorités se redéfinissent plus près du terrain. Les décisions opérationnelles prennent davantage en compte les réalités locales, même si les contraintes matérielles persistent. Cette autonomie relative ne supprime pas les risques, mais elle transforme la relation entre commandement, population et territoire. Dans ces espaces, le rôle d'Ibrahim Traoré est rarement décrit comme celui d'un dirigeant lointain. Il est plutôt perçu comme le symbole d'un recentrage où les choix ne sont plus systématiquement externalisés. Les acteurs de terrain parlent moins de ruptures spectaculaires que de réajustements progressifs, parfois inconfortables mais porteurs de sens. Ces premiers effets répondent à une question essentielle. Quand la décision se rapproche du terrain, la souveraineté cesse d'être abstraite. Avant la rupture institutionnelle, le Burkina Faso évoluait dans un cadre largement hérité de décennies de dépendance diplomatique et sécuritaire. Les décisions clés s'inscrivaient dans des dispositifs où l'influence extérieure structurait à la fois les priorités politiques et les mécanismes de légitimation. Après cette rupture, la dynamique change brutalement. Chaque choix interne produit désormais un écho géopolitique quasi immédiat, transformant une décision nationale en signal régional. L'activation se produit avec la dissolution d'un organe électoral soutenu par une puissance étrangère. L'acte, présenté par ses promoteurs comme une réorganisation institutionnelle, est immédiatement interprété à l'extérieur comme un geste de défi. Les réactions internationales se succèdent rapidement. Les critiques évoquent un risque d'isolement, une fragilisation de la transition politique, voire une dérive autoritaire. Pourtant, sur le terrain, la lecture diffère. Pour une partie des acteurs locaux, cette décision marque surtout la fin d'une tutelle symbolique sur un pilier de la souveraineté politique. La montée en tension est accélérée par le contexte régional. Dans le Sahel, les équilibres sont déjà fragiles et la compétition autour des ressources stratégiques ajoute une pression supplémentaire. La confirmation de l'importance du lithium de Bougouni agit comme un catalyseur. Les analystes commencent à relier des événements jusque-là dispersés. Réajustement diplomatique, repositionnement militaire, durcissement des discours médiatiques. Le Burkina Faso, jusque-là perçu comme un acteur périphérique, se retrouve associé à une séquence plus large où la maîtrise des ressources devient indissociable de la maîtrise du récit. À ce stade, Ibrahim Traoré s'impose comme la figure visible de cette confrontation, non parce qu'il en serait l'unique moteur, mais parce qu'il incarne la personnalisation d'un choix politique qui dépasse sa fonction. Son nom circule dans les analyses internationales comme un raccourci commode pour désigner un processus plus complexe, la tentative de redéfinir les rapports entre souveraineté nationale et intérêts extérieurs. Cette personnalisation contribue à durcir les perceptions en réduisant parfois un mouvement structurel à une trajectoire individuelle. Les répliques ne tardent pas. Dans plusieurs capitales africaines, des signaux de soutien, discrets ou assumés, émergent. Ils ne traduisent pas une adhésion totale, mais une attention nouvelle portée à la possibilité d'un repositionnement collectif. Parallèlement, les récits médiatiques occidentaux se cristallisent autour de termes récurrents, insistant sur l'instabilité et le risque. Ce glissement lexical influence les discussions diplomatiques et renforce la polarisation des lectures.
Progressivement, la séquence se stabilise autour d'un point nodal, le contrôle de la narration. La politique intérieure, la sécurité et l'économie restent centrales, mais c'est la capacité à définir le sens des décisions qui devient déterminante. Le Burkina Faso n'est plus seulement jugé sur ses actes, mais sur la signification qu'on leur attribue. Cette bataille symbolique révèle que le centre du jeu n'est plus uniquement extérieur. Il se déplace, se densifie et s'ancre davantage dans les choix africains eux-mêmes malgré les pressions persistantes. Pour commencer, un chiffre situe l'enjeu à l'échelle mondiale. En 2023, la demande internationale de lithium a augmenté d'environ 50% par rapport à l'année précédente. Cette progression rapide montre que ce minerai est devenu un pivot central de la transition énergétique, bien au-delà des seuls marchés africains. Lorsque la demande croît à ce rythme, chaque zone de production potentielle acquiert une valeur stratégique immédiate, indépendamment de sa stabilité politique ou de son poids économique initial. Autrement dit, le contexte global amplifie mécaniquement la portée des décisions prises dans des pays jusqu'ici considérés comme secondaires. Ensuite, un autre repère éclaire le déséquilibre structurel entre l'Afrique et la production mondiale. Malgré des réserves significatives, l'ensemble du continent africain ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium. Cet écart entre potentiel et extraction révèle une dépendance persistante dans la chaîne de valeur. Les ressources existent, mais leur transformation, leur commercialisation et la captation des bénéfices se situent majoritairement hors du continent. Ce contraste explique pourquoi la question du contrôle ne se limite pas à l'extraction elle-même, mais englobe les cadres contractuels, les partenariats industriels et les choix politiques qui déterminent où se concentre la valeur finale. Enfin, un troisième repère concerne l'environnement économique régional. Les analyses disponibles montrent qu'après l'intensification des opérations militaires étrangères dans le Sahel, les investissements internationaux ont diminué d'environ 30%. Cette contraction est significative. Elle indique que la présence sécuritaire extérieure, souvent présentée comme un facteur de stabilisation, n'a pas produit un climat favorable à l'investissement productif. À l'inverse, elle a renforcé l'incertitude, freiné les projets de long terme et limité la diversification économique des États concernés. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une trajectoire claire. Une ressource dont la demande mondiale explose, un continent marginalisé dans la production malgré ses réserves, et un environnement géopolitique où l'intervention extérieure coïncide avec une baisse des investissements. Cette combinaison crée une tension permanente entre opportunité et vulnérabilité. Elle explique pourquoi les décisions récentes du Burkina Faso sont perçues comme plus qu'un ajustement institutionnel. Elles touchent à l'architecture même de la dépendance économique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur qui s'inscrit dans un moment de bascule mesurable. Les chiffres ne disent pas ce que sera l'issue, mais ils montrent pourquoi le statu quo est contesté. Ils traduisent une réalité simple: lorsque les écarts deviennent trop visibles, la remise en question des cadres existants cesse d'être idéologique et devient rationnelle. La souveraineté économique, ici, ne relève pas du discours. Elle se lit dans les pourcentages, les baisses et les disproportions qui structurent déjà les choix à venir. Deux interprétations structurent aujourd'hui le débat autour du Sahel et des choix opérés au Burkina Faso. La première considère que l'intervention étrangère demeure indispensable. Selon cette lecture, la région reste confrontée à des menaces sécuritaires complexes, à des frontières poreuses et à des capacités étatiques encore fragiles. Les forces extérieures apporteraient une expertise, des moyens logistiques et une dissuasion que les États locaux
aurais-je du mal à mobiliser seul. Dans cette perspective, s'éloigner de ces partenariats créerait un vide sécuritaire susceptible d'aggraver l'instabilité et de décourager davantage les investisseurs déjà prudents. La seconde lecture soutient l'argument inverse. Elle affirme que la présence prolongée d'acteurs extérieurs a entretenu une dépendance structurelle freinant le développement des capacités locales. Les partisans de cette position soulignent que, malgré des années d'intervention, l'insécurité persiste et que les bénéfices économiques liés aux ressources stratégiques échappent largement aux populations. Ils estiment que la stabilisation promise n'a pas eu lieu, tandis que la souveraineté décisionnelle s'est progressivement diluée dans des cadres imposés de l'extérieur. La réponse portée par les défenseurs d'une réorientation souveraine dont Ibrahim Traoré est devenu l'incarnation la plus visible s'appuie sur les données observables. La baisse d'environ 30% des investissements après l'intensification des opérations étrangères interroge l'efficacité économique du modèle dominant. De même, le contraste entre les réserves africaines et les 5% de production mondiale de lithium révèle que la dépendance n'a pas créé de montée en gamme durable. Ces éléments suggèrent que le statu quo n'a ni garanti la sécurité, ni assuré une répartition équitable de la valeur. Ainsi, le débat ne se réduit pas à une opposition idéologique. Il pose une question pragmatique. Quel cadre permet réellement aux États du Sahel de transformer leurs ressources en levier de développement sans substituer une vulnérabilité à une autre? À ce stade, un déplacement décisif apparaît. Le cœur de la confrontation ne réside plus uniquement dans les décisions institutionnelles, ni même dans le contrôle matériel des ressources, mais dans la capacité à définir ce que ces choix signifient. Ce glissement est fondamental, car il transforme une séquence politique nationale en enjeu symbolique régional. Le Burkina Faso n'est plus seulement observé pour ce qu'il fait, mais pour ce que ses actes racontent sur l'avenir de la souveraineté africaine. Dans cette bataille immatérielle, Ibrahim Traoré occupe une position centrale. Son rôle dépasse celui d'un décideur politique. Il devient un point de référence autour duquel se cristallisent des récits concurrents. D'un côté, un discours extérieur qui interprète les décisions récentes comme des signaux d'instabilité ou de repli. De l'autre, une lecture africaine qui y voit une tentative de reprendre la maîtrise du tempo, du langage et des priorités nationales. La divergence ne porte pas seulement sur les faits, mais sur leur interprétation. Ce changement de focale modifie les rapports de force. Les ressources, comme le lithium, restent essentielles, mais elles ne suffisent d'une plus à expliquer l'intensité des réactions. Ce qui est désormais en jeu, c'est la capacité d'un État à imposer sa propre grille de lecture face à des narrations dominantes installées de longue date. Lorsque le récit échappe au contrôle extérieur, l'équilibre régional commence à se déplacer. C'est ici que la séquence bascule vraiment. Le pouvoir n'est plus seulement matériel, il devient narratif. Les recompositions engagées au Burkina Faso produisent des effets tangibles qui dépassent largement le cadre des sommets diplomatiques. Elles se traduisent différemment selon les acteurs concernés, révélant l'ampleur réelle du basculement en cours. Pour les populations locales, les changements se manifestent d'abord dans la gestion quotidienne de l'État. La réorientation des partenariats extérieurs modifie la circulation de l'aide, la continuité de certains services et l'organisation administrative dans les zones sensibles. Dans plusieurs régions rurales, la diminution de dispositifs auparavant externalisés crée des inquiétudes à court terme. Mais parallèlement, certains habitants observent un retour plus direct de l'autorité publique, perçu comme un signe de responsabilisation accrue. Cette ambivalence nourrit à la fois prudence et attentes nouvelles. Les acteurs économiques africains, notamment les petites entreprises liées au transport,
à l'extraction ou aux services connexes évoluent dans un environnement plus incertain mais potentiellement porteur. La montée en valeur stratégique du lithium attire l'attention, sans encore garantir des retombées locales immédiates. Les débats publics sur la redistribution et le contrôle des ressources influencent néanmoins les anticipations. Certains entrepreneurs espèrent une évolution des cadres contractuels en faveur du tissu économique local, tandis que d'autres redoutent une instabilité prolongée autour des zones minières. Les professionnels de la sécurité ressentent plus directement la reconfiguration régionale. La réduction de la coordination systématique avec les forces étrangères oblige à adapter rapidement les méthodes opérationnelles. Dans certains secteurs, cette autonomie accrue permet une meilleure adéquation avec les priorités locales. Dans d'autres, le manque de moyens accentue la pression sur des unités déjà confrontées à des menaces transfrontalières persistantes. Les zones associées aux ressources stratégiques, comme celles liées au lithium, deviennent des points de vigilance renforcés. Enfin, les États voisins observent attentivement la trajectoire du Burkina Faso. Les choix incarnés par Ibrahim Traoré sont interprétés comme un signal potentiel. Ils incitent certains gouvernements à réévaluer leurs propres partenariats extérieurs et à anticiper les effets de la transition énergétique sur leur souveraineté. Cette observation prudente favorise à la fois des rapprochements discrets et des stratégies d'attente, chacun mesurant les risques et les opportunités d'un repositionnement régional. Pris ensemble, ces effets montrent que la bascule ne relève pas d'un débat abstrait. Elle s'inscrit déjà dans les pratiques, les calculs et les contraintes de 4 groupes clés révélant une transformation progressive mais profonde des équilibres sahéliens. À court et moyen terme, les dynamiques observées au Burkina Faso et dans le Sahel dessinent 3 trajectoires plausibles. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres de lecture fondés sur les tendances déjà visibles et sur les réactions des acteurs impliqués. Dans une première trajectoire, la reconfiguration engagée se stabilise sans rupture majeure. Les autorités burkinabées poursuivent leur recentrage décisionnel tout en maintenant certains partenariats jugés fonctionnels. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles deviennent gérables. Les investissements étrangers restent prudents sans s'effondrer davantage. Dans ce cadre, le pays apprend à fonctionner dans un environnement plus autonome, mais encore contraint, où chaque avancée s'accompagne de compromis. La souveraineté progresse par ajustements successifs, sans transformation radicale de l'équilibre régional. Dans une hypothèse plus favorable, une amplification de la dynamique actuelle. Plusieurs États de la région s'engagent dans des démarches similaires, favorisant une coordination accrue autour des ressources stratégiques et des choix sécuritaires. Les partenariats extérieurs évoluent vers des formats plus équilibrés, intégrant davantage les priorités locales. Les retombées économiques, bien que progressives, deviennent plus visibles pour les acteurs nationaux. Dans cette hypothèse, les décisions associées à Ibrahim Traoré apparaissent rétrospectivement comme un point de départ, ayant contribué à redéfinir les règles du jeu régional. Dans une hypothèse plus contrainte, à l'inverse, sur un durcissement des pressions extérieures. Les puissances inquiètes de perdre l'accès à des ressources clés multiplient les leviers diplomatiques, économiques ou sécuritaires. Les flux d'investissement se contractent de davantage, accentuant les fragilités internes. Les tensions autour des zones minières augmentent et le Sahel devient le théâtre de compétitions simultanées difficiles à contenir. Dans ce contexte, chaque décision nationale produit des effets amplifiés, parfois déstabilisants. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Si les États renforcent leur capacité à gérer leurs ressources et leurs choix, alors l'équilibre régional évolue, quelle que soit la réaction extérieure.
La question n'est donc pas seulement ce qui va arriver, mais comment les décisions présentes conditionnent la marge de manœuvre future. Les recompositions à l'œuvre dans le Sahel ne concernent pas uniquement les États directement impliqués. Elles résonnent aussi chez celles et ceux qui observent ces évolutions depuis d'autres régions du monde, parfois sans mesurer à quel point elles influencent déjà leur quotidien. Pour les jeunes générations, la question du contrôle des ressources stratégiques devient centrale. Comprendre d'où vient le lithium, qui en décide l'usage et pourquoi son exploitation façonne l'accès futur aux technologies permet de relier des choix africains à l'avenir numérique et énergétique global. Pour les diasporas africaines, ces transformations prennent une dimension plus intime. Les débats autour de l'autonomie politique et économique renvoient à des histoires souvent racontées depuis l'extérieur. Voir des États tenter de redéfinir leurs priorités nourrit à la fois l'espoir d'un développement moins dépendant et l'inquiétude face aux résistances que cela suscite. Ces dynamiques influencent les projets d'investissement, les liens familiaux et la manière dont chacun se projette dans un espace en mutation. Pour les citoyens du reste du monde, la transition énergétique crée une interdépendance nouvelle. Les ressources extraites dans des régions comme le Sahel alimentent les batteries, les infrastructures numériques et les technologies de vertes. Les décisions prises aujourd'hui au Burkina Faso, associées à des figures comme Ibrahim Traoré, ont donc des répercussions indirectes sur la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Elles rappellent à Konok que les enjeux africains ne sont plus périphériques, mais intégrés aux transformations globales. Ainsi, ce qui se joue dans le Sahel dépasse largement le cadre régional. Cela invite chacun à reconsidérer la distance supposée entre les choix politiques africains et les évolutions économiques, technologiques et sociales qui façonnent déjà le monde contemporain. La trajectoire ouverte par les décisions récentes ne peut produire des effets durables sans une mise en œuvre structurée. La souveraineté, pour dépasser le registre déclaratif, doit se traduire en étapes lisibles, mesurables et coordonnées. Dans ce cadre, plusieurs leviers apparaissent comme déterminants. D'abord, le renforcement administratif devient central. Les autorités nationales et régionales doivent de consolider leur capacité à gérer les dossiers liés aux ressources stratégiques et aux partenariats extérieurs. Cela implique une clarification des responsabilités, une meilleure circulation de l'information et des mécanismes de suivi accessibles aux territoires concernés. Le progrès se mesure ici à la stabilité des procédures et à la réduction des arbitrages dépendant d'acteurs extérieurs. Ensuite, les partenariats économiques deviennent un levier décisif. Les cadres existants autour du lithium et d'autres ressources doivent être réévalués afin d'aligner davantage les retombées sur les priorités internes. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation de modalités plus équilibrées. L'indicateur clé devient la part de valeur captée localement, que ce soit en emploi, en infrastructure ou en montée en compétences. Puis, la sécurité et la coordination régionale jouent un rôle clé. Protéger les zones stratégiques sans multiplier les interventions extérieures suppose une coopération accrue entre États voisins. La continuité opérationnelle sur les axes sensibles et la capacité à prévenir les ingérences constituent des critères concrets d'efficacité. Enfin, le contrôle du récit demeure central. Les décisions portées par Ibrahim Traoré ont montré que la narration influence directement les réactions internationales. Clarifier les objectifs, expliquer les choix et maintenir une cohérence entre discours et pratique devient un outil à part entière de stabilisation. Pris ensemble, ces axes dessinent une méthode plutôt qu'une promesse. La souveraineté s'évalue alors non à l'intensité des déclarations, mais à la capacité à transformer des décisions politiques en résultats observables, partagés
et durable. Dans les zones évoquées plus tôt, là où les agents locaux racontaient l'élargissement progressif de leur marge d'action, un fil conducteur apparaît plus nettement. La transformation en cours ne tient pas seulement à des décisions prises au sommet de l'État, mais au sentiment diffus que le centre de gravité se rapproche enfin du terrain. Ce déplacement est lent, parfois inégal, mais il modifie la manière dont les acteurs locaux se situent dans l'ensemble national. À ce niveau, Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement une figure médiatique projetée dans les débats internationaux. Il devient, pour beaucoup, un repère temporel, un avant et un après, où les décisions ne sont plus systématiquement importées, mais discutées, assumées et mises en œuvre à l'intérieur. Cette perception n'efface ni les difficultés ni les incertitudes, mais elle redonne une cohérence à des pratiques longtemps fragmentées par des dépendances multiples. Le motif qui revient est celui de la dignité retrouvée. Non pas comme un slogan, mais comme une expérience quotidienne faite de responsabilités accrues et d'obligations nouvelles. Lorsque la décision se rapproche du terrain, elle expose davantage, mais elle engage aussi davantage. C'est là que le récit se referme sur son point de départ. La souveraineté n'est pas un mot abstrait, elle avance quand le terrain la porte. La séquence qui s'ouvre au Sahel rappelle que les transformations durables ne naissent ni dans le silence, ni dans les certitudes figées. Elles se construisent dans la confrontation d'analyse, l'attention portée aux faits et la capacité à écouter des points de vue ancrés dans des réalités différentes. Observer les choix du Burkina Faso et la manière dont ils sont interprétés à l'international invite à dépasser les lectures simplifiées pour saisir la complexité d'un moment charnière. Suivre cette évolution ne signifie pas adhérer à une ligne politique. Cela implique plutôt de reconnaître que l'avenir économique, énergétique et géopolitique mondial se joue aussi dans des espaces longtemps considérés comme périphériques. Les décisions prises aujourd'hui façonnent les chaînes d'approvisionnement, les récits médiatiques et les équilibres régionaux de demain. Le débat reste ouvert et il gagne à être mené avec rigueur, nuance et respect des données disponibles. Partager des analyses, confronter des hypothèses et rester attentif aux voix du terrain constitue déjà une forme de participation à cette réflexion collective.